Elle était là, ma belle-mère, Sophie Martin, ses 2 bouteilles de champagne à la main, un sourire de victoire à peine voilé sur ses lèvres parfaitement dessinées. L'air de la pièce était lourd, tendu, mais elle flottait à travers comme si elle traversait sa propre demeure. Elle avait cet aplomb des femmes qui n'ont jamais douté d'être les bienvenues, partout. C'était de l'embuscade, j'en avais la certitude, même avant de voir les papiers. Mais comment en étais-je arrivé là? Quelques minutes plus tôt, il y avait le reçu. Le début de tout. Ce foutu reçu. Il avait glissé de la poche de sa veste, celle en cuir gris qu'il portait toujours, comme une petite trahison silencieuse. Ma main l'avait attrapé par réflexe, un geste automatique, comme toujours quand je faisais la lessive de Julien. Des emballages de chewing-gum, des cartes from the visite, parfois un billet froissé qu'il avait oublié. Mais celui-là était différent. C'était de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Marseille, un montant de 642 €. Service en chambre pour 2. Je l'ai lu une fois. Puis encore. Puis une troisième fois, comme si les chiffres, à force de les fixer, allaient se réorganiser pour former quelque chose de logique, de rassurant. Le problème, c'était la date, le 3 novembre. Julien m'avait dit qu'il était à Lyon ce soir-là. Je m'en souvenais très bien. J'avais une envie folle de pâtes thaïlandais, une de ces envies de femme enceinte qui vous tordent l'estomac. Et il m'avait guidé pour commander à emporter, pendant que je restais seul, affalé sur notre canapé, trop fatigué pour bouger. J'étais à 8 mois de grossesse, le ventre énorme, l'énergie proche de zéro. Il m'avait décrit sa chambre d'hôtel à Lyon, la vue sur la Saône, le café horrible du lobby. Pas l'Intercontinental de Marseille, pas le service en chambre pour 2. Dehors, une sirène a hurlé, puis le son s'est éloigné, se perdant dans le bruit de la ville. Les rayons de soleil de l'après-midi, filtrant à travers les stores, dessinaient des rayures dorées sur le parquet. Tout était exactement comme 5 minutes auparavant. Mais rien n'était pareil. J'ai posé ma main sur mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied, un coup ferme, insistant, directement contre ma paume, comme si ma fille savait déjà que quelque chose clochait. J'ai vérifié la date encore. Le 3 novembre, service en chambre pour 2, 642 €. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Julien est entré, son attaché-caisse en cuir à la main, avec son pas confiant habituel. Ses cheveux noirs étaient impeccablement coiffés, son costume anthracite sans un pli. Il avait l'allure de ce qu'il était, un avocat d'affaires brillant, un homme qui allait loin. Il a souri en me voyant. Ce sourire familier, celui qui avait fait battre mon cœur si fort dans ce café d'Aix-en-Provence il y a 3 ans. Je lui ai tendu le reçu. Le sourire a vacillé. Son visage a traversé 4 expressions en 2 secondes. La surprise, puis le calcul, l'irritation et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Comme un homme qui attendait une confrontation et qui était content qu'elle arrive enfin. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. 30 ans, 8 mois de grossesse, debout dans notre chambre, un reçu d'hôtel à la main, attendant que mon mari m'explique pourquoi le service en chambre pour 2 ne m'incluait pas. Julien a posé son attaché-caisse. Il a desserré sa cravate. Tu as fouillé dans mes affaires. Pas de déni, pas d'explication. Une diversion. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la surprise, ça viendrait plus tard. Pour l'instant, c'était autre chose. Une reconnaissance, peut-être. La sensation d'une pièce de puzzle qui glisse enfin à sa place. Tu m'as dit que tu étais à Lyon, ai-je répondu. Ce n'est pas comme ça que je voulais avoir cette conversation. Quelle conversation? Ce n'était pas une question. Ma voix était plate. J'ai remarqué que mes mains ne tremblaient pas. C'était étrange. J'avais toujours imaginé que mes mains trembleraient à un moment pareil. Julien m'a dépassé, est allé vers l'armoire. Il a commencé à enlever sa veste, la suspendant avec des mouvements précis, comme si nous discutions de ce que nous allions manger pour le dîner. « On devrait s'asseoir, a-t-il dit. Je suis enceinte, Julien.
Je suis assise depuis 3 heures. Dis-moi ce que c'est. Il s'est tourné vers moi et dans ses yeux, je l'ai vu. La chose que j'avais refusé de voir pendant des mois, peut-être plus longtemps. La froideur sous le charme, le calcul sous la chaleur apparente. Tu crois que je voulais ça? Il a attendu. Regarde-toi, Marie. Regarde ce que tu es devenue. Tu es censée être ma partenaire, pas ma dépendante. Les mots ont frappé comme des coups. Chacun précis, chacun conçu pour blesser. Je porte ton enfant, ai-je dit. Et tu en as fait toute ton identité. À quand remonte la dernière fois que tu as contribué à quelque chose? À quand remonte la dernière fois que tu as été intéressante? Tu avais des pensées, Marie, des opinions. Maintenant, tout ce que tu fais, c'est nidifier, faire la sieste et te plaindre d'être fatigué. Je l'ai fixé. Cet homme que j'avais aimé pendant 3 ans. Cet homme que j'avais épousé lors d'une petite cérémonie avec des fleurs sauvages, parce qu'il disait qu'il n'avait pas besoin de faste. Cet homme qui m'avait répété encore et encore que j'étais suffisante. Qui est-elle? Il n'a pas répondu immédiatement. Il a fini de suspendre sa veste, il a ajusté son col. Il s'est retourné vers moi avec la même expression, soulagement mêlé d'irritation. Elle s'appelle Léa, et je ne vais pas m'excuser d'avoir trouvé quelqu'un qui me voit réellement. Le bébé a donné un nouveau coup de pied, plus fort cette fois. J'ai appuyé ma main sur mon ventre et j'ai pris une inspiration. Depuis combien de temps? Ça a de l'importance? Oui. Il a haussé les épaules. Le geste était si décontracté, si méprisant, comme si nous discutions d'un restaurant qu'il avait essayé sans me le dire. 8 mois, peut-être 9. 8 mois. Notre mariage avait à peine 3 ans. Il avait commencé à coucher avec quelqu'un d'autre 8 mois après notre union. J'avais été enceinte pendant 7 de ces mois, portant son enfant en moi tandis qu'il nourrissait quelque chose de tout à fait différent. Je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai pressé mon front contre la vitre froide. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer en contrebas. Le ciel virait au violet sur les bords. Quelque part dehors, les gens menaient leur vie normale. Rentrer du travail, préparer le dîner, avoir des conversations qui ne détruisaient pas des mondes entiers. Le bébé a donné un nouveau coup de pied, plus doux maintenant, presque un frisson. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la vie que j'avais construite ici, le petit appartement qui était censé être temporaire, le poste d'enseignante que j'avais accepté parce que je voulais gagner ma vie par moi-même. Les 5 années à aimer cet homme. 5 années à cacher qui j'étais vraiment parce que je voulais être aimé pour moi-même. Tout ça était un mensonge. Derrière moi, j'ai entendu Julien bouger dans la chambre, ouvrir des tiroirs, les refermer, ses mouvements vifs et professionnels. J'ai dit sans me retourner, « Que se passe-t-il maintenant? » Maintenant, on gère ça comme des adultes. Je me suis retourné pour lui faire face. Et c'est là que Sophie Martin, ma belle-mère, est entrée, ses bouteilles de champagne à la main. Sophie Martin a balayé la pièce avec l'assurance d'une femme qui n'avait jamais douté de son accueil. Elle avait 62 ans et en paraissait 50. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés. Son manteau en cachemire coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Elle n'était pas surprise de nous voir nous disputer. Elle était préparée. Sophie a posé le champagne sur la commode. 2 bouteilles, des étiquettes coûteuses. Elle m'a regardé avec une expression de sympathie feinte. Le genre de sympathie qui était en réalité de la satisfaction masquée. « Oh, ma chère, Julien t'a enfin dit? » Je disais depuis des mois que ce mariage était une erreur dès le début. J'ai fixé ma belle-mère, la femme qui avait souri à mon mariage, qui avait porté un toast pour m'accueillir dans la famille, qui m'avait appelé sa fille à la première année et m'avait parfois invité à déjeuner. Tout cela répété, tout cela joué, tout cela en attendant ce moment. Julien s'est raclé la gorge. Mère, j'allais gérer ça en privé. Sophie a fait un geste de la main. Le geste était dédaigneux, impérial. Nonsense. Cela concerne la famille. Je devais être là. J'ai senti le froid se répandre dans ma poitrine. Il atteignait mes doigts maintenant, rendant tout engourdi et lointain.
Vous étiez au courant de l'affaire, ai-je dit. Sophie a souri. Ce n'était pas un sourire bienveillant. Ma chérie, c'est moi qui les ai présentés. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Je les ai traités lentement. Sophie avait présenté Julien à sa maîtresse. Sa mère avait arrangé le fait qu'il me trompe alors que j'étais enceinte. J'ai regardé Julien, attendant qu'il le nie, qu'il montre une lueur de honte ou de regret. Il a juste redressé sa cravate et a tendu la main vers son attaché-case. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu le découvres, mais puisque nous en sommes là, soyons pratiques. Il a sorti une enveloppe Kraft épaisse d'aspect officiel. Il l'a posée sur le lit d'entre nous. J'ai déjà fait rédiger les papiers. Tu verras que les conditions sont plus que justes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tendu la main vers l'enveloppe. J'ai juste regardé ça, une enveloppe Kraft contenant la fin de mon mariage. Déjà préparée, déjà prête. Ma voix est sortie ferme, plus ferme que je ne l'attendais. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Julien a jeté un coup d'œil à sa mère. Quelque chose a passé entre eux. Une communication silencieuse que je n'étais pas censé voir. Le timing est malheureux, mais avec le bébé qui arrive, il a semblé préférable de gérer ça maintenant, plutôt que de faire traîner les choses. Sophie a hoché la tête. Elle a pris l'une des bouteilles de champagne et a commencé à en examiner l'étiquette. Considère ça comme une gentillesse, ma chère. Tu pourras te concentrer sur le bébé sans la distraction d'un mariage qui échoue. J'ai regardé l'enveloppe sur le lit. J'ai regardé mon mari. J'ai regardé ma belle-mère avec son champagne et son sourire satisfait. Et j'ai compris, ce n'était pas une conversation, ce n'était pas une négociation, c'était une embuscade. Ils avaient planifié ça ensemble. Ils s'étaient préparés pour ce moment. Ils avaient coordonné leur attaque avec la précision d'une opération militaire et ils s'attendaient à ce que je m'écroule. Julien a pris l'enveloppe et l'a ouverte. Il a sorti les papiers à l'intérieur, les papiers de divorce. Mon nom était déjà tapé sur les lignes de signature. Les conditions étaient déjà détaillées. J'obtenais l'appartement. 30 000 € pour ce qu'il a appelé la situation du bébé. La situation du bébé. Ma fille, notre fille, réduite à une situation, un problème à résoudre avec un chèque. Sophie s'est approchée et m'a tendu un stylo. Signe maintenant, ma chère. Faire traîner les choses n'aide personne. Pense au stress pour le bébé. J'ai regardé le stylo, j'ai regardé les papiers, j'ai regardé les deux personnes qui avaient décidé que mon mariage était terminé sans me consulter. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti sans réfléchir. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 3 ans. Un numéro que j'avais délibérément cessé d'appeler parce que je voulais prouver que je pouvais construire une vie sans ça. Le message était simple. Je sais ce qui se passe. J'arrive dans 12 minutes. Ne signe rien. Mon père, d'une manière ou d'une autre, Pierre Leclerc savait. J'ai fixé le message. Mon pouce a hésité sur le bouton supprimer. J'ai pensé à ce qui se passerait si je le laissais venir. Les avocats qui rempliraient cette pièce. Les ressources qui deviendraient soudain visibles. La vérité que j'avais cachée pendant 5 ans. J'ai pensé au visage de Julien quand il réaliserait qui j'étais vraiment. Et puis j'ai supprimé le message. Parce que s'il y avait une chose que je refusais de faire, c'était de lui donner raison sur qui j'étais vraiment. J'ai levé les yeux vers Sophie, vers le stylo dans sa main tendue, vers les papiers qui mettraient fin à mon mariage. Et j'ai pensé, pas comme ça, pas à cause de l'argent. Si ce mariage se termine, c'est parce qu'il mérite de se terminer, pas à cause de qui est mon père. Qu'auriez-vous fait à ma place, sincèrement? Auriez-vous fait éclater la vérité? Ou auriez-vous tenu bon? Donnez-moi le stylo, ai-je dit. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Je me suis assise sur le bord du lit, les papiers de divorce étalés devant moi. 12 pages, chacune tapée avec un langage juridique précis, chacune conçue pour dissoudre 5 ans de ma vie en paragraphes clairs et gérables. Sophie planait à proximité. Son champagne restait non ouvert sur la commode,
attendant que la célébration commence. Julien se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Sa posture dénotait l'impatience. Son expression disait « Victoire ». J'ai tourné la première page et j'ai commencé à lire. Tu n'as pas besoin de lire chaque mot, ma chère. Julien a fait rédiger ça par ses meilleurs éléments. Tout est parfaitement standard, a dit Sophie. Je n'ai pas levé les yeux. Je lirai chaque mot. J'ai lu lentement, délibérément, prenant mon temps avec chaque clause et sous-section. Non pas parce que je ne comprenais pas le langage juridique. Je le comprenais parfaitement bien. Les avocats de mon père m'avaient appris à lire des contrats avant mes 18 ans. Non, je lisais lentement parce que je voulais qu'ils attendent. Je voulais qu'ils restent là, dans leur certitude, pendant que je les forçais à être témoins de chaque instant de ce qu'ils me faisaient subir. Les conditions n'étaient pas généreuses. C'est la première chose que j'ai remarquée. Julien les avait qualifiées de plus que justes. Elles ne l'étaient pas. J'obtenais l'appartement, mais l'appartement était loué, pas possédé. J'obtenais 30 000 €, mais 30 000 € dureraient peut-être 1 an avec un nouveau-né. Je n'obtenais rien de ses comptes de retraite, rien de ses investissements, rien de sa progression vers le statut d'associé dans son cabinet, progression que je l'avais aidé à poursuivre en gérant tout à la maison. Alors qu'il travaillait 80 heures par semaine, j'étais mise au rebut efficacement et complètement. Ceci vous donne la garde exclusive, ai-je dit sans lever les yeux. Julien a changé de poids. Garde partagée. Tu as le bébé principalement. J'ai des droits de visite. J'ai relu la clause. Il avait raison sur les mots, mais les mots étaient structurés de manière à lui donner du pouvoir. Il pouvait demander des changements à tout moment. Il pouvait contester mes décisions parentales. Il pouvait utiliser notre fille comme levier pendant des années. Ses meilleurs éléments avaient rédigé cela. Il l'avait rédigé très soigneusement. J'ai pensé au message de mon père. Je sais ce qui se passe, 12 minutes. Ces 12 minutes étaient passées depuis longtemps. Il était probablement dehors à attendre, se demandant pourquoi je n'avais pas répondu. Je pouvais l'appeler tout de suite. Un seul couple de fils et cette pièce se remplirait d'avocats qui coûtaient plus cher de l'heure que ce que Julien gagnait en une semaine. Une seule phrase et il réaliserait qu'il ne divorçait pas d'une assistante pédagogique qui n'avait rien apporté à leur mariage. Il divorçait de quelqu'un qui pouvait acheter son cabinet et tous ceux qui y travaillaient. Mais lui prouver qu'il avait tort, c'était donner raison à ma peur. La peur qui m'avait hanté depuis que j'étais assez âgé pour comprendre ce que mon nom de famille signifiait. Que personne ne pourrait m'aimer sans l'argent. Je voulais être choisie juste une fois. Je voulais être suffisante. J'ai tourné la 2e page. Sophie a soupiré. Le son était théâtral, destiné à communiquer à quel point j'étais déraisonnable. Vraiment, ma chère, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Julien essaye d'être civilisé. J'ai levé les yeux. J'ai croisé le regard de ma belle-mère. Civilisé? Vous avez présenté votre fils à sa maîtresse pendant que j'étais enceinte. Vous avez planifié ça ensemble. Vous êtes entrés ici avec du champagne. Sophie n'a pas scié. Si quoi que ce soit, son sourire s'est élargi. Dieu te bénisse, ma chérie. J'essayais d'aider mon fils à trouver le bonheur. Tu ne peux pas blâmer une mère de vouloir ça. J'ai soutenu son regard pendant un long moment. Puis j'ai baissé les yeux sur les papiers. J'ai continué à lire. Page 3, page 4, page 5. Les conditions financières étaient cachées un peu partout, enfouies dans des sous-clauses et des addendums. Si je signais sans lire, je renoncerais à des droits dont je ne savais même pas que je les avais. Les meilleurs éléments de Julien avaient bien fait leur travail. Parfois, la nuit, quand le sommeil me fuyait, je revoyais le visage de mon père. Pas le magnat de la tech, non, juste mon père, celui qui me mettait en garde contre des promesses trop belles pour être vraies. Il parlait des investisseurs sans scrupules, des opportunistes qui promettent monts et merveilles pour mieux vous dépouiller. Mais le conseil, il s'appliquait à tout, n'est-ce pas? À un mari parfait, à un amour qui semblait trop facile. J'avais voulu prouver que j'étais plus que l'héritière.
Et dans ma quête d'une vie normale, j'avais oublié que la normalité peut aussi cacher les plus grands dangers. C'est drôle comment on court après une chose et on tombe sur son exact opposé. J'avais fui la richesse pour trouver la duperie, cherchant l'authenticité où elle était le plus habilement cachée. Attendez une seconde. Ici, je dois faire une pause. Tout ça, cette scène absurde, ce théâtre, l'enchaînement des événements, c'était tellement surréaliste. Je veux dire, pensez-y. Une situation où l'on découvre une trahison, où la belle-mère arrive avec du champagne pour célébrer votre divorce et où l'on vous tend des papiers déjà rédigés. C'est digne d'un mauvais film, non? Dans ma vie d'avant, la vraie vie avec ses problèmes normaux d'études ou de carrière, ça n'aurait jamais existé. Ou du moins, on aurait dénoncé la manipulation. Mais là, tout était si calculé, si froid, si réel. Comme si j'étais tombé dans un piège que des gens avaient minutieusement élaboré avec un calendrier, un budget et même un plan de communication. Et moi, la femme silencieuse, la dépendante, j'étais censé juste m'effacer. C'est fou quand on y pense. Retour à l'histoire, j'imagine. J'ai pensé à la première fois que je l'avais rencontré dans un café à Aix-en-Provence il y a 3 ans. Je portais un pull trop grand et je corrigeais des copies pour le cours de philosophie de premier cycle que j'enseignais en tant qu'assistante diplômée. Il s'était approché de ma table avec ce sourire confiant et charmant. Il avait dit « Vous lisez Dostoïevski dans un Starbucks. C'est soit très prétentieux, soit très courageux. » J'avais ri. Je n'avais pas ri depuis des semaines. À ce moment-là, mon père me poussait à rentrer à la maison, à prendre ma place chez Leclerc Technologies, à arrêter de prétendre que je pouvais avoir une vie normale. Julien avait semblé être une évasion. Un homme qui ne connaissait pas mon nom de famille, qui ne se souciait pas de l'argent de ma famille, qui me demandait ce que je pensais de la souffrance et de la rédemption au lieu de ce que je faisais dans la vie. Avait-ce jamais été réel, même cette première conversation? J'ai tourné la page 6. Mes mains étaient toujours fermes. Mes yeux étaient secs. Ma voix, quand j'ai parlé, était calme. Il y a une clause ici sur la propriété intellectuelle. Clause standard, a dit Julien. Il est dit que toute œuvre créative que je produis pendant le mariage appartient au patrimoine matrimonial, et puisque tu es le principal apporteur de revenus, elle te revient par défaut. Julien a haussé les épaules. Tu n'as produit aucune œuvre créative. J'écris un roman depuis 2 ans, tu le sais. Son expression a vacillé, de l'agacement peut-être, ou de l'impatience. Un roman que tu n'as pas fini, un roman que tu ne finiras probablement jamais. Pouvons-nous avancer, s'il te plaît? Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai essayé de retrouver l'homme que j'avais épousé dans ce visage. L'homme qui m'avait tenu la main pendant les orages parce qu'il savait que j'en avais peur. L'homme qui m'avait préparé le petit déjeuner au lit pour mon anniversaire et m'avait chanté faux. Cet homme était parti. Ou peut-être que cet homme n'avait jamais existé. J'ai tourné la page 7. Sophie a fait un autre bruit d'impatience. Elle s'est dirigée vers la commode et a commencé à ouvrir le champagne. Le bouchon a sauté. Le son a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Je ne peux plus attendre, Julien. C'est trop long. Elle a ajouté presque à voix basse que c'était une éternité. Julien a vérifié sa montre coûteuse, celle que je lui avais offerte pour notre premier anniversaire parce qu'il l'avait admirée dans une vitrine. J'ai une réservation pour le dîner à 20 heures. Je n'ai pas demandé avec qui il dînait. Je n'en avais pas besoin. J'ai continué à lire. Page 8, page 9, page 10. Le bébé a bougé à l'intérieur de moi, un lent roulement. Ma fille se repositionnant, se sentant à l'aise dans le seul foyer qu'elle ait jamais connu. J'ai appuyé ma main sur mon ventre. J'ai senti le contour d'un petit pied ou peut-être d'un coude, quelque chose de petit, de vif et de vivant. Je me suis dit, je te protégerai. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Page 11, page 12. J'ai atteint la page de signature.
Mon nom était tapé sous une ligne vierge. Marie-Anne Leclerc-Martin. Le trait d'union que j'avais ajouté quand nous nous étions mariés. Le nom que je m'étais construit. J'ai regardé le stylo dans ma main. J'ai pensé à tout ce à quoi je renonçais. Pas l'argent. Je ne m'étais jamais soucié de l'argent. Mais le rêve d'être aimé pour moi-même. Le rêve de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui me voyait clairement. Ce rêve était en train de mourir ici même, dans cette pièce, avec du champagne qui était versé et une horloge qui était regardée. J'ai signé. Ma signature avait la même allure que toujours. Étrange comme on s'attend à ce que son écriture change quand sa vie s'écroule. Mais les boucles et les lignes étaient identiques à celles de 1000 listes de courses, de cartes d'anniversaire et de mots d'anniversaire. Page 1, page 2, page 3. Je les ai toutes signées. Julien a pris les papiers dès que j'ai eu terminé. Il ne m'a pas regardé. Il a juste vérifié chaque signature, s'assurant qu'elles étaient au bon endroit, s'assurant que tout était légalement contraignant. Sophie lui a tendu un verre de champagne. Elle a levé le sien. « Au nouveau départ », a-t-elle dit. Ils ont trinqué. Je me suis levé. Mes jambes étaient instables sous moi. Je me suis dirigé vers la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau. Je savais que je ne le boirais pas. J'ai allumé le robinet et je l'ai regardé couler, goutte à goutte, goutte à goutte. Derrière moi, je pouvais les entendre parler. Des voix basses, des voix satisfaites, le son de la victoire savourée. J'ai fixé le robinet, compté les gouttes, laissé mon esprit s'envoler ailleurs, quelque part de calme et lointain. La sonnette a retenti. J'ai entendu les pas de Julien traverser le salon. J'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai entendu sa voix changer. Je me suis retourné et j'ai vu son visage devenir blanc. Sophie Martin se souvenait du choc. Le verre de champagne lui avait glissé des doigts, l'écho cristallin brisant le silence tendu sur le parquet. Qui était cet homme? Cet homme aux cheveux argentés, au regard calme mais si puissant, qui venait d'entrer sans frapper et de clamer « Je suis là pour ma fille ». Sa fille? C'était impossible. Elle avait tout planifié. Tout était sous contrôle. Et là, cet homme, ce parfait inconnu aux vêtements qui criait l'élégance sans ostentation, mais dont le coût devait être astronomique, venait de tout faire voler en éclats. Son fils, Julien, était livide. Et puis la révélation. Pierre Leclerc, le milliardaire invisible. Le sang s'était glacé dans ses veines. Pierre Leclerc se tenait dans l'embrasure de la porte comme un homme venu d'un autre monde. Il avait 67 ans, les cheveux argentés, les yeux calmes, impeccablement habillé d'une manière qui n'était pas ostentatoire, mais indubitablement coûteuse. Derrière lui se tenaient deux autres hommes. L'un était Theo Vance, l'avocat de la famille qui s'occupait des affaires juridiques des Leclerc depuis 30 ans. L'autre était Marc Dubois, dont le titre officiel était chef de la sécurité, mais dont le véritable travail était de faire disparaître les problèmes. Julien n'a pas immédiatement reconnu Pierre. Pourquoi l'aurait-il fait? Pierre Leclerc était connu pour ne jamais apparaître en public. Ses photographies avaient 30 ans. Il avait bâti l'une des plus grandes entreprises technologiques de l'histoire de l'humanité, tout en restant presque complètement invisible. « Puis-je vous aider ?» a dit Julien. Sa voix était polie mais confuse. La voix d'un homme interrompu pendant une célébration privée par des étrangers qui avaient d'une manière ou d'une autre trouvé son appartement. Pierre a regardé au-delà de lui. Ses yeux m'ont trouvé debout près de l'évier de la cuisine, ont trouvé mon visage marqué de larmes, ont trouvé la pile de papier signée sur la table basse. Je suis ici pour ma fille. Le verre de champagne a glissé de la main de Sophie, le cristal se brisant contre le parquet. 1000 morceaux scintillants éparpillés sur le sol. Je suis désolé. Vous êtes quoi? A dit Julien. Pierre est entré dans l'appartement sans y être invité. Théo et Marc ont suivi. La porte s'est refermée derrière eux avec un léger clic qui a semblé définitif. Marie est mon unique enfant.
Le poste d'assistante pédagogique était réel. Elle voulait gagner sa vie par elle-même. Le petit appartement était son choix. Elle voulait vivre comme tout le monde. Il a fait une pause. Sa voix est restée ferme. Mais ne vous y trompez pas, elle est l'unique héritière de Leclerc Technologies, la fille du milliardaire que vous traitiez comme un fardeau. C'est ma fille. J'ai observé le visage de Julien. J'ai vu la confusion se dissoudre. J'ai vu la compréhension naître. J'ai vu l'horreur traverser ses yeux alors qu'il calculait tout ce qu'il avait fait et tout ce que cela signifiait. Et puis j'ai vu autre chose, quelque chose que j'attendais, mais que j'espérais ne pas voir. Le calcul. Son visage a changé à nouveau. Le choc s'est estompé. Les rouages ont commencé à tourner. Je pouvais presque le voir réévaluer la situation, chercher des angles, chercher un levier, chercher un moyen de transformer cette révélation à son avantage. Il a tendu la main vers moi. Sa voix s'est adoucie. Son expression s'est réorganisée en quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse. Marie, ma chérie, parlons-en. Évidemment, il y a eu un malentendu. Je ne savais pas. Si j'avais su qui tu étais vraiment... Tu as appelé notre fille une situation il y a 7 minutes. Les papiers sont signés. Tu as eu ce que tu voulais. Ma voix était ferme. Mes yeux étaient secs. Quelque chose avait changé en moi. Quand j'ai vu ce calcul sur son visage, la dernière braise d'espoir pour notre mariage s'était enfin éteinte. Sophie essayait de se reprendre. Elle s'était penchée pour ramasser le verre brisé, puis s'était souvenue que les femmes comme elle ne ramassaient pas le verre brisé. Elle s'est redressée, elle a lissé son manteau en cachemire. Elle a essayé de retrouver son calme. Cela ne change pas ce qu'elle est, une menteuse. Elle a menti à mon fils sur qui elle était pendant des années. Pierre s'est tourné pour la regarder. Il a juste regardé. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans son immobilité a fait reculer Sophie d'un pas. Ma fille a choisi de découvrir si quelqu'un pouvait l'aimer sans connaître son héritage. Votre fils a répondu à cette question assez clairement. Marc Dubois a déplacé la table basse. Il a ramassé les papiers de divorce signés et les a remis à Théo Vance. Théo a commencé à les examiner avec un petit froncement de sourcils. Ces papiers sont légalement contraignants. Elle les a signés de son plein gré. Quoi que vous pensiez accomplir ici, Théo a dit sans lever les yeux. Ces papiers contiennent au moins 7 clauses qui violent le droit français. Les conditions financières sont si agressivement unilatérales que n'importe quel tribunal de la famille du pays les annulerait par principe. Il a regardé Julien par-dessus ses lunettes de lecture. « C'est votre cabinet qui les a rédigés? » La mâchoire de Julien s'est serrée. Ils ont été revus par des avocats qualifiés. « Qualifiés pour perdre leur licence, peut-être, » a dit Théo. Pierre a dépassé tout le monde. Il s'est dirigé vers l'endroit où je me tenais, près de l'évier de la cuisine. Il a tendu la main et a pris la mienne. C'était étrange. Mon père n'était pas un homme démonstratif. Il n'avait jamais été à l'aise avec l'affection physique. Mais il me tenait la main maintenant comme il le faisait quand j'étais petite fille et que j'avais peur du noir. « J'aurais dû intervenir plus tôt, » a-t-il dit doucement. « Je pensais respecter tes choix. »« Tu l'as fait. J'ai mal choisi, mais j'ai choisi. » Il a hoché la tête. Il a compris. C'était ça, mon père. Il avait toujours compris la différence entre protéger quelqu'un et le contrôler. J'ai pensé aux 3 dernières années. Toutes les fois où j'avais voulu l'appeler. Toutes les fois où j'avais failli dire la vérité à Julien. Toutes les fois où je m'étais arrêté parce que j'avais peur. Peur qu'il reste pour les mauvaises raisons. Peur qu'il parte pour les mauvaises raisons. Peur de ne jamais savoir si tout cela était réel. Maintenant, je savais que rien de tout cela n'était réel. Et le savoir faisait plus mal que je ne l'avais imaginé. Julien parlait de nouveau. Sa voix était passée en mode avocat, confiante et agressive, cherchant un levier. Même si ces papiers sont annulés, elle ne peut rien réclamer de mes biens. Nous avons signé un contrat de mariage. Il stipule clairement que tout bien acquis avant ou pendant le mariage reste séparé.
Théo n'a pas semblé impressionné. Vous voulez dire le contrat de mariage que votre avocat a glissé dans les documents de mariage? Celui que votre femme a signé en pensant qu'il s'agissait de documents standards. Le visage de Julienne a vacillé. Elle l'a signé. C'est tout ce qui compte. Ce contrat de mariage a plus de problèmes que je ne peux en compter. Clause cachée, disposition enterrée, langage conçu pour embrouiller plutôt que pour clarifier. Il a mis les papiers de divorce de côté. À mon avis professionnel, il ne survivrait pas un seul jour de découverte. Julien m'a regardé. Son expression avait de nouveau changé. De la colère maintenant. Le vrai lui transparaissait. Tu m'as manipulé. Tout ce mariage n'était qu'un jeu pour toi. J'ai croisé son regard. J'ai pensé à tous les dîners que je lui avais préparés, à toutes les nuits où j'avais attendu qu'il rentre du travail. Toutes les fois où je lui avais massé les pieds après une dure journée parce qu'il disait que ça l'aidait à se détendre. Je t'ai préparé à manger quand tu étudiais pour le barreau. Je t'ai massé les pieds quand tu as perdu ta première affaire. Je t'ai tenu la main quand ton père est mort. Ma voix n'a pas vacillé. Rien de tout cela n'avait rien à voir avec l'argent. Mais tu ne comprendras jamais ça. Sophie s'est avancée. Son calme se fissurait. Sa voix avait pris un ton de désespoir. Elle ne peut rien prouver. Elle ne peut pas prouver qu'elle n'essayait pas de piéger mon fils. Elle ne peut pas prouver qu'elle n'a pas planifié cela depuis le début. Marc Dubois est parlé pour la première fois. Sa voix était factuelle, presque ennuyée. En fait, elle n'a rien à prouver. Je documente les activités de votre fils depuis 3 ans. Il a plongé la main dans son attaché-case et en a sorti un dossier épais, détaillé, rempli de photographies, de relevés bancaires et de conversations retranscrites. L'affaire avec Léa Dubois a commencé 8 mois après le mariage. Votre fils a utilisé une carte de crédit privée pour payer les chambres d'hôtel, les cadeaux et les voyages. Il a caché la carte à sa femme, mais pas à son comptable, qui a été très coopératif une fois qu'il a compris la situation. Il a sorti d'autres documents. La planification de ce divorce a commencé il y a 14 mois. Il y a des emails entre votre fils et sa mère discutant du calendrier et de la stratégie. Un message recommande spécifiquement d'attendre que Mme Martin soit plus avancée dans sa grossesse parce que, et je cite, « Une fois qu'elle sera plus avancée, elle sera trop fatiguée pour se battre. » Il a continué. Votre fils a systématiquement isolé sa femme de ses systèmes de soutien, décourageant le contact avec sa famille, suggérant que ses amis n'étaient pas vraiment des amis, des schémas classiques de manipulation émotionnelle, tous documentés. J'ai écouté les preuves être exposées. Chaque pièce s'assemblait aux autres. Chaque pièce confirmait ce que j'avais refusé de voir pendant des années. J'ai reconnu l'hôtel sur les photographies. L'Intercontinental, celui que j'avais suggéré pour notre voyage d'anniversaire. Julien avait dit que c'était trop cher pour ce que c'était. Il y emmenait Léa tous les mois. Sophie était devenue pâle. Les mains de Julien étaient serrées sur ses flancs. Le calcul était toujours là dans ses yeux. Mais il était mêlé à autre chose maintenant. De la peur. C'est du harcèlement. C'est du stalking. Je porterai plainte. Pierre a parlé. Sa voix était calme. Pas besoin de la hausser. Vous êtes libre d'essayer. Mon équipe juridique apprécierait l'occasion de vous interroger sous serment. Théo s'est raclé la gorge. À propos des papiers de divorce qu'elle a signés, M. Martin devrait savoir quelque chose. Tout le monde s'est tourné vers lui. Compte tenu des invalidités du contrat de mariage et des papiers de divorce eux-mêmes, Mme Martin a des motifs considérables d'appel. La France est un pays de partage équitable. Dans un divorce contesté, le processus de découverte révélerait tout ce que M. Dubois a documenté, et plus encore. Il a souri. Ce n'était pas un sourire amical. Vous ne divorcez pas d'une assistante pédagogique sans rien, M. Martin. Vous divorcez d'une Leclerc avec les ressources nécessaires pour s'assurer que la découverte prenne des années et vous coûte tout.
Le téléphone de Julien a vibré, puis il a vibré de nouveau, puis il a commencé à vibrer continuellement. Message après message affluant de ses associés, de ses collègues, de ses clients, tous apprenant simultanément que la femme silencieuse qu'il était en train de rejeter était la fille de Pierre Leclerc. C'était le travail de Marc Dubois, discret, professionnel, dévastateur. La sonnette a retenti. Marc a ouvert. Une femme se tenait là, 28 ans, blonde, belle d'une manière soigneusement construite. Elle portait une robe de designer et tenait une bouteille de vin. Léa Dubois. Elle avait été appelée, probablement par Julien, voulant du soutien pendant ce qu'il s'attendait à être son moment de triomphe. Au lieu de cela, elle est entrée dans la dévastation. Elle a regardé autour de la pièce, le verre de champagne brisé, les étrangers en costume coûteux, le visage blanc de Julien et les mains tremblantes de Sophie. Que se passe-t-il? Puis ses yeux ont trouvé mon ventre de femme enceinte, ont trouvé mon visage marqué de larmes, et puis ses yeux se sont posés sur Pierre Leclerc. Et même si elle ne connaissait pas son visage, elle connaissait l'énergie dans la pièce. Elle savait qu'elle était tombée sur quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'attendait. « Oh mon Dieu, la Leclerc, c'est avec elle que tu étais mariée? » Elle s'est tournée vers Julien. Sa voix était tranchante d'accusation. « Tu m'as dit qu'elle n'était personne. » J'ai observé le visage de Léa. J'y ai reconnu quelque chose. Pas de la haine, quelque chose de pire. La même expression que Julien avait quand la vérité était apparue. Le calcul, déjà en train de comprendre comment pivoter, qui blâmer, comment survivre. Ils étaient pareils, Julien et Léa. C'était peut-être pour ça qu'ils s'étaient trouvés. Le bébé a bougé à l'intérieur de moi, un mouvement soudain et vif. J'ai appuyé ma main sur mon ventre et j'ai ressenti une douleur que je n'attendais pas. Pas seulement une douleur émotionnelle, une douleur physique. Ma première contraction. Je me suis assise lentement, j'ai appuyé plus fort ma main sur mon ventre. La pièce continuait son chaos autour de moi. Julien argumentant, Léa exigeant des explications, Sophie cherchant des excuses, Marc documentant tout. Mais je suis allé ailleurs, quelque part de calme, quelque part en moi où rien de tout cela ne pouvait m'atteindre. La deuxième contraction était venue 6 minutes plus tard. Je n'étais qu'à 32 semaines de grossesse. Les urgences de l'hôpital Latimone étaient d'un blanc éclatant et bourdonnaient d'un chaos contrôlé. Je gisais sur une civière tandis que les infirmières se déplaçaient autour de moi avec une efficacité rodée. Les moniteurs émettaient des bips. Des perfusions intraveineuses étaient connectées. La terminologie médicale était échangée en rafales rapides que je comprenais à peine. Pierre tenait ma main. C'était assez étrange pour être remarqué même à travers la peur. Mon père ne m'avait pas tenu la main depuis que j'étais enfant. Il avait toujours montré son amour par des actions plutôt que par le toucher, par des fonds fiduciaires, des opportunités éducatives et l'espace pour faire mes propres choix, mais il me tenait la main maintenant. Sa prise était ferme, chaude et constante. Un médecin est apparu, jeune, confiant. Elle s'est présentée comme le docteur Dubois et a expliqué ce qui se passait. Les contractions étaient réelles, mais non évolutives, probablement induites par le stress. Le bébé n'était pas en danger immédiat, mais je devrais rester hospitalisé pour observation. Un repos complet au lit serait nécessaire pour le reste de ma grossesse. J'ai écouté, hoché la tête, répondu aux questions quand elles étaient posées. Mais la majeure partie de mon attention était tournée vers l'intérieur, concentrée sur la petite vie en moi, souhaitant que ma fille reste en sécurité, reste en place, attende un peu plus longtemps. Les moniteurs affichaient un rythme cardiaque régulier, 142 battements par minute, fort et régulier. J'ai fixé les chiffres sur l'écran. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention à mon propre rythme cardiaque, mais celui-ci importait plus que tout ce que j'avais jamais connu. « Le bébé va bien », a dit Pierre doucement. « Les médecins ici sont excellents. J'ai passé quelques coups de fil. » Bien sûr, il avait passé des coups de fil. C'était ce que faisait Pierre Leclerc. Il passait des coups de fil et les problèmes étaient résolus,
et les ressources apparaissaient là où elles étaient nécessaires. Je sais, papa, ai-je dit. Il m'a serré la main. Sa voix était rauque quand il a parlé à nouveau. J'aurais dû intervenir plus tôt. J'ai vu ce qui se passait. J'avais des rapports, mais tu m'as demandé de rester invisible. Tu m'as demandé de te laisser vivre ta propre vie. Et tu l'as fait. C'est ce que je voulais. J'aurais pu trouver un moyen. J'aurais pu te prévenir sans rien révéler. J'aurais pu te protéger sans te contrôler. J'ai regardé mon père, les rides sur son visage qui n'étaient pas là il y a 5 ans. Le chagrin dans ses yeux qui reflétait le mien. Tu as respecté mes choix. C'était la chose la plus aimante que tu pouvais faire. Tes choix t'ont mené ici, sur un lit d'hôpital avec un mari qui t'a trahi. Mes choix m'ont mené ici, et je ferai de meilleurs choix à l'avenir. Les moniteurs ont émis des bips. Les infirmières se sont déplacées. La nuit s'est approfondie à l'extérieur de la fenêtre. Pierre est resté. Il est resté pendant la période d'observation, pendant les tests supplémentaires, pendant la consultation avec le spécialiste qui a confirmé que le bébé était stable et que je n'étais pas en travail actif. Il est resté jusqu'à 3 heures du matin quand je lui ai finalement dit d'aller se reposer. Et puis j'étais seul. La pièce était sombre. Les machines ronronnaient doucement. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité. Je gisais sur le dos et fixais le plafond. J'écoutais le battement de cœur de ma fille sur le moniteur. 138 battements par minute maintenant. Le bébé dormait. J'ai pensé aux 5 dernières années. J'ai pensé au jour où j'avais décidé de cacher mon identité. C'était mon 25e anniversaire. Je venais de terminer mon master. Mon père avait organisé une fête au domaine avec 300 invités, la plupart d'entre eux que je ne connaissais pas. Ils attendaient tous quelque chose de moi. Des opportunités d'investissement, des introductions, un accès au réseau de mon père. Il m'avait souri et m'avait complimenté et m'avait traité comme une porte à franchir. C'est à ce moment-là que j'avais décidé de prendre un poste d'enseignante quelque part loin de l'influence de mon père. Je louerais un petit appartement. Je rencontrerais des gens qui ne connaissaient pas mon nom de famille. Je découvrirais si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi-même. Et j'avais trouvé Julien, le charmant Julien, l'ambitieux Julien. Julien qui m'avait poursuivi avec tant d'intensité et m'avait épousé avec une joie si apparente et qui, lentement, systématiquement, m'avait isolé de tous ceux qui auraient pu me prévenir de ce qu'il était vraiment. J'ai pensé aux premiers mois de notre relation, à la façon dont il m'avait fait me sentir vue et comprise, aux conversations sur la philosophie et le sens, et ce que nous voulions de la vie. Est-ce que tout cela avait été réel? M'avait-il aimé ne serait-ce qu'un peu, ou avais-je été rien de plus qu'un projet pour lui depuis le début? Une pauvre fille à sauver et à modeler, et finalement à jeter? Je ne le saurais jamais. C'était la partie la plus difficile. Je ne serais jamais capable de séparer ce qui était authentique de ce qui était de la performance. Le fait de ne pas savoir me entrait à jamais. À 3h47 du matin, j'ai tendu la main vers mon téléphone. J'ai ouvert le navigateur. J'ai tapé « Signe que votre mari ne vous a jamais aimé ». 3 millions de résultats. 3 millions de femmes se posant probablement la même question dans la même obscurité, cherchant des réponses qui ne viendraient pas, cherchant la validation que leur douleur était réelle. J'ai fait défiler les résultats. Je n'ai lu aucun des articles. J'ai juste regardé les titres, leur nombre impressionnant. Je n'étais pas seul. C'était déjà ça. J'ai fermé le navigateur et j'ai posé mon téléphone. J'ai appuyé ma main sur mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied, un doux frisson, presque comme un salut. Je suis toujours là, ai-je dit doucement. Nous sommes toutes les deux toujours là. Tout le reste n'est que du bruit. Je n'ai pas dormi, mais je me suis reposé. J'ai laissé mon corps s'installer dans le lit d'hôpital. J'ai laissé mon esprit se calmer, et quand le soleil s'est levé et a peignant la pièce de nuances d'or et de rose, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas.
Un soulagement. Le mariage était fini. La mascarade était terminée. Le pire était arrivé et j'avais survécu. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était de comprendre ce qui viendrait ensuite. La porte s'est ouverte vers 7 heures du matin. Juliette Dubois est entrée, portant 2 tasses de café et un sac en papier qui sentait les viennoiseries fraîches. Juliette avait 32 ans et était ma meilleure amie depuis l'université. C'était la seule personne, à part mon père, qui connaissait la vérité sur mon identité. C'était aussi le genre de personne qui se présentait aux hôpitaux à 7 heures du matin avec du café et des croissants. J'ai apporté du café d'hôpital terrible et d'excellents potins. Son cabinet est en plein chaos. 2 associés demandent déjà son renvoi. J'ai pris le café. Je ne l'ai pas bu, mais je l'ai tenu dans mes mains et j'ai laissé la chaleur pénétrer mes doigts. Comment sais-tu ça? J'ai des sources, a dit Juliette. De plus, le chef de la sécurité de ton père m'a envoyé des mises à jour toute la nuit. Cet homme est terrifiant d'efficacité. J'ai presque souri. Presque. Juliette s'est assise sur la chaise à côté du lit. Elle m'a regardé avec des yeux qui ne portaient aucun jugement, seulement de l'amour et de l'inquiétude, et le genre de loyauté féroce qui ne pouvait être achetée ni feinte. Comment vas-tu vraiment? J'ai réfléchi à la question. J'ai pensé à toutes les façons dont je pouvais y répondre. Je pouvais dire que j'allais bien. Je pouvais dire que je gérais la situation. Je pouvais afficher le visage courageux que j'avais porté pendant 5 ans. Au lieu de cela, j'ai dit « J'ai survécu. Ma fille a survécu. Tout le reste n'est que du bruit. » Juliette a tendu la main et m'a serré la main. Tu sais, je me suis mordu la langue pendant des années à son sujet. J'ai voulu dire quelque chose tellement de fois, mais tu semblais heureuse. Et je ne voulais pas être l'ami qui gâche tout. Tu n'aurais rien gâché. Il a tout gâché tout seul, ai-je dit. Nous sommes restés assises en silence. Pendant un moment, les moniteurs ont émis des bips. Le soleil a grimpé plus haut. L'équipe d'infirmières du matin est venue et repartie, puis une autre visiteuse est arrivée. Quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. La première femme de Julien se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle s'appelait Camille. Elle avait 41 ans maintenant, avec des cheveux auburn et des yeux intelligents, et le genre d'aplomb qui vient de la survie à quelque chose de difficile. Elle avait divorcé de Julien il y a 9 ans, bien avant que je ne sache qu'il existait. Il m'avait dit que Camille était folle, qu'elle lui avait rendu la vie misérable, que le divorce avait été une miséricorde pour eux deux. En regardant la femme dans l'embrasure de la porte, je ne voyais pas de folie. Je voyais quelqu'un qui avait traversé quelque chose de très similaire à ce que je vivais maintenant. « Puis-je entrer ?» a dit Camille. J'ai hoché la tête. Camille est entrée dans la pièce et s'est assise sur l'autre chaise. Elle n'a pas parlé immédiatement. Elle m'a juste regardé avec une expression de profonde reconnaissance. Puis elle a dit, « Il t'a dit que j'étais folle, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit à tout le monde. L'ex-femme folle. » Oui, il l'a fait, ai-je dit. Camille a hoché la tête. Elle s'attendait à cette réponse. Je ne suis pas folle. Je suis juge aux affaires familiales en Normandie. J'ai des documents sur ma propre expérience avec Julien. Les mêmes schémas, la même manipulation, le même isolement des amis et de la famille. Elle a plongé la main dans son sac à main et en a sorti un dossier, fin mais clairement organisé. Je t'ai trouvé parce que quelqu'un aurait dû me trouver avant que je ne perde 3 ans à croire sa version de la réalité. J'ai pris le dossier, je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Je l'ai juste tenu dans mes mains comme un poids. Comment as-tu su ce qui se passait? Le chef de la sécurité de ton père m'a contacté. Il pensait que ma perspective pourrait être précieuse, a dit Camille. Marc Dubois, toujours au travail, toujours à recueillir des informations, toujours à construire un dossier dont je n'étais pas sûr de vouloir. Camille s'est penchée en avant. Sa voix était sincère. Je sais que tu traites beaucoup d'informations en ce moment, mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. La manipulation, l'isolement,
La façon dont il t'a fait te sentir insuffisante. C'est un schéma. Un schéma qu'il a déjà utilisé, un schéma qu'il utilisera à nouveau si quelqu'un ne l'arrête pas. J'ai écouté, j'ai pensé au dossier dans mes mains, j'ai pensé à ce qu'il pouvait contenir, j'ai pensé à la toile de manipulation qui s'étendait apparemment bien au-delà de mon propre mariage. Que veux-tu que je fasse? Rien que tu ne veuilles pas faire. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas seul et que l'histoire qu'il t'a racontée sur moi, sur lui-même, sur ton mariage, rien de tout cela n'était vrai. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait survécu à ce que je survivais, qui avait reconstruit sa vie et était devenue juge et avait trouvé un moyen d'aller de l'avant. Merci d'être venu, de me l'avoir dit. Camille a souri. C'était un sourire fatigué, mais un vrai sourire. Nous, les survivantes, devons nous entraider. Elle s'est levée, elle a laissé sa carte sur la table de chevet, elle est partie sans rien demander en retour. Juliette a attendu qu'elle soit partie. Puis elle a dit, « Eh bien, c'était inattendu. » « Oui, ça l'était, ai-je dit. J'ai baissé les yeux sur le dossier dans mes mains, sur la preuve d'un schéma que je commençais seulement à comprendre. Je me suis dit, il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'agissait jamais de moi. J'étais juste la dernière personne à se retrouver sur le chemin de ce vide qui le consume. La réalisation était étrangement libératrice. L'échec de mon mariage n'était pas mon échec. La manipulation n'était pas ma faiblesse. J'avais simplement rencontré une personne très douée pour un type de mal très spécifique et j'avais survécu. Le bébé a donné un coup de pipi fort cette fois, presque comme un signe d'accord. J'ai regardé Juliette, le dossier, la lumière du matin qui traversait la fenêtre. Je pense que je vais m'en sortir. Je sais que oui, a dit Juliette. 3 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital avec des instructions strictes de repos au lit. Je ne suis pas retourné à l'appartement que j'avais partagé avec Julien. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que tout ça en valait la peine? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Ou est-ce que j'ai juste échappé à un désastre pour en affronter un autre? Probablement un peu des deux. La vie, c'est comme ça, non? Man, jamais de réponse claire, jamais de fin parfaite. J'ai appris que ma valeur n'était pas déterminée par la façon dont les autres me traitaient, ni par l'argent de ma famille. C'est ma vie. Pas sa maman, et c'est ma vie avec ma fille, et la force que j'ai trouvée en chemin. Et ça, c'est déjà beaucoup. J'ai quitté l'hôpital, oui, mais pas pour retourner dans cet appartement. L'idée seule me tordait l'estomac, ce lieu où tant de mensonges avaient été tissés, où j'avais respiré l'air vicié d'une trahison si profonde. Non, ma destination était claire. Le domaine familial, près de Lyon, une immense propriété que j'avais fui pendant 5 ans, justement parce qu'elle incarnait tout ce que je tentais d'échapper. L'opulence, l'influence, le nom. Ironie du sort, cet endroit, que j'avais considéré comme une prison dorée, était devenu mon sanctuaire. Ma vieille chambre était intacte, comme si le temps s'était figé. Les livres sur les étagères, les photos jaunies sur les murs, la vue sur les jardins qui avaient été mon terrain de jeu d'enfant. J'avais refusé toutes les propositions de la redécorer. Il y avait quelque chose de réconfortant à être entouré par ce passé, par la version de moi-même qui existait avant Julien, avant la dissimulation, avant cette lente érosion de mon identité. C'était une Marie plus jeune, plus insouciante, qui me tendait la main à travers le voile des années. 4 jours plus tard, Marc Dubois est venu me voir. Toujours aussi discret, toujours aussi efficace. Il avait avec lui un autre dossier, celui-là était épais, lourd de photos, de documents, de conversations retranscrites. J'ai senti une pointe d'appréhension. Tu devrais voir ce que nous avons trouvé avant que les avocats de ton mari n'essaient de négocier, m'a-t-il dit d'une voix neutre, sans un jugement. J'ai pris le dossier, le poids sur mes genoux était presque physique. Je l'ai ouvert sur le lit. Le premier document était une chronologie. 3 années d'infidélité de Julien, méticuleusement répertoriées, date, lieu, reçu de carte de crédit. L'affaire avec Léa avait commencé 8 mois après notre mariage. Ça, je le savais déjà.
Mais il y en avait eu d'autres avant Léa. Des rencontres brèves, des nuits sans lendemain, un schéma de trahison qui précédait même nos vœux. J'ai parcouru la chronologie. Chaque ligne, chaque détail venait effacer les derniers vestiges de doute qui me rongeaient. Ce n'était pas moi. Je ne l'avais pas poussé à ça. Je n'avais pas été pas assez. Il faisait ça depuis toujours. Depuis le tout début, probablement. Cette idée, à la fois terrifiante et libératrice, s'est ancrée en moi. Ce n'était pas mon échec, c'était le sien. La section suivante détaillait les arrangements financiers de Julien. Des comptes cachés, des actifs transférés, un véritable tissu de tromperie conçu pour le faire paraître moins riche qu'il ne l'était. Il planifiait un divorce tout en me faisant sa demande en mariage. Il protégeait ses actifs tout en me promettant l'éternité. C'était d'une froideur qui me glaçait encore. L'homme que j'avais cru aimer était un stratège, un calculateur. La troisième partie du dossier était la plus difficile à lire. Des emails entre Julien et sa mère, des SMS, des appels téléphoniques enregistrés. Sophie. Ma belle-mère avait été impliquée depuis le début, non seulement au courant des liaisons, mais les facilitant activement, trouvant des femmes pour son fils, le conseillant sur la manière de me garder docile et insouciante. Un message m'a particulièrement marqué, écrit par Sophie 14 mois plus tôt. Une fois qu'elle sera plus avancée dans sa grossesse, elle sera trop fatiguée pour se battre. Nous devrions attendre le 3e trimestre pour agir. J'ai fermé le dossier. Je suis resté immobile un long moment, à digérer, à comprendre, à accepter. Ils avaient planifié ça pendant plus d'1 an, attendant ma vulnérabilité, chronométrant leur attaque pour un impact maximal. Ils ont traité ma grossesse comme un avantage tactique, et je dis, ma voix était un murmure à peine audible. Marc a simplement répondu, « Oui, ils l'ont fait. » J'ai ajouté, la main pressée sur mon ventre, « Ils ont vu ma fille comme un outil à utiliser contre moi. » « Oui, » a-t-il répété. Le bébé était silencieux maintenant, endormi probablement, inconscient de la laideur qui avait entouré sa création. « Que se passe-t-il maintenant » ai-je demandé. Marc m'a regardé, ses yeux calmes et professionnels. « Ça dépend de ce que tu veux, Marie. Avec cette documentation, les avocats de ton père pourraient détruire Julien complètement. Chaque actif saisi, chaque lien professionnel rompu, une annihilation financière totale. J'y ai réfléchi un long moment. J'ai imaginé Julien perdant son association, sa réputation, tout ce pourquoi il avait travaillé, manigancé, menti. La satisfaction serait considérable, oui, mais le coût assez laissé. Non pas pour Julien, mais pour moi, pour la personne que je voulais devenir. Ces 5 dernières années, j'avais été une femme qui se cachait, qui se diminuait, qui se faisait petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand. Si je détruisais Julien, je deviendrais comme lui. J'utiliserais mon pouvoir de la même manière qu'il avait utilisé sa manipulation. Je gagnerais, mais au prix de qui j'étais. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Il avait écouté, il ne l'a pas nié. « Quoi que tu décides, je te soutiendrai, » a-t-il dit. « Mais je veux que tu réfléchisses attentivement à ce que la victoire signifie pour toi. » J'ai levé les yeux vers lui, vers l'inquiétude dans ses yeux, vers l'amour qui avait toujours été là, même quand je le fuyais. « Je veux ce à quoi j'ai légalement droit, papa, » ai-je répondu. « Une pension alimentaire, un partage équitable des biens, rien de plus. » L'expression de mon père était complexe. De la fierté, de la confusion, un mélange d'inquiétude. « Tu es trop bonne pour ce monde, ma chérie. » Je lui ai souri. « Peut-être, mais je préfère être trop bonne que de devenir comme lui. » Marc Dubois a hoché la tête. Il n'a pas semblé surpris par ma décision. Il l'avait peut-être anticipé. « Nous procéderons en conséquence, » a-t-il dit. « Mais je te recommande de conserver la documentation en lieu sûr au cas où ton mari déciderait de se battre. »« Il se battra, » ai-je affirmé. « Oui, il se battra, » a confirmé Marc.
Les jours suivants ont été remplis de réunions juridiques et de planification stratégique. Theo Vance a pris les rênes de l'affaire. Il était méthodique, rigoureux et absolument imperturbable. Il m'a expliqué les options dans un langage que je pouvais comprendre, sans condescendance. Il me traitait comme une partenaire plutôt que comme une simple cliente. L'accord prénuptial était, comme il l'avait dit, nul et non avenu. Les papiers de divorce que j'avais signés étaient tout aussi problématiques. Les avocats de Julien avaient été bâclés, probablement parce qu'ils pensaient que je n'aurais jamais les ressources pour contester quoi que ce soit. Cette supposition allait leur coûter cher. L'arrangement de garde était la pièce la plus importante. Je voulais la garde principale. Je voulais que ma fille soit protégée de la manipulation que j'avais subie. Je voulais des garanties. Avec la documentation que nous avons, a dit Theo, une visite supervisée est presque certaine. L'évaluation psychologique est la norme dans les cas de manipulation émotionnelle. Des cours de parentalité peuvent être imposés. J'ai dit, je veux qu'il ait une relation avec sa fille, mais je veux que cette relation soit saine. Theo a hoché la tête. Il a pris des notes. C'est une position raisonnable, plus raisonnable que la plupart des clients dans ta situation. J'ai précisé, je ne fais pas ça pour lui, je le fais pour elle. J'ai pressé ma main contre mon ventre. Le bébé a donné un coup de pipe en réponse. Pendant ce temps, la nouvelle s'était répandue. Vite, comme toujours quand le nom Leclerc était impliqué. Les journalistes financiers s'étaient emparés de l'histoire. Les pages mondaines spéculaient sur l'héritière secrète qui vivait incognito. Des articles d'opinion ont été écrits sur les raisons pour lesquelles des femmes fortunées pouvaient choisir de cacher leur identité. Le cabinet de Julien était en mode gestion de crise. 2 associés avaient déjà démissionné plutôt que d'être associés au scandale. Les clients transféraient discrètement leurs affaires d'ailleurs. Le nom de Julien Martin était devenu toxique dans les cercles juridiques de Paris. Rien de tout cela n'était de mon fait. Je n'avais pas donné une seule interview. Je n'avais fait aucune déclaration publique. Je vivais simplement ma vie pendant que les conséquences des choix de Julien se propageaient. Léa Dubois avait disparu. Elle avait mis fin à sa relation avec Julien la nuit même où la vérité avait éclaté. Elle avait été vue embarquant pour un vol à destination de Miami. On n'avait plus eu de nouvelles d'elle depuis. Sophie Martin avait publié une déclaration exprimant son inquiétude pour sa belle-fille et sa petite-fille. La déclaration était si visiblement rédigée par un cabinet de relations publiques que plusieurs journalistes l'avaient moquée ouvertement. Et à travers tout cela, je me reposais. Je lisais des livres, je regardais des films, je laissais Juliette m'apporter des collations de plus en plus ridicules et je passais des heures à parler de choses sans importance. J'ai recommencé à écrire dans mon journal, quelque chose que j'avais cessé de faire pendant mon mariage. J'écrivais sur la peur et l'espoir et l'étrange processus de reconstruction de soi de l'intérieur. Je n'écrivais pas sur Julien. J'avais passé assez de ma vie à penser à lui. Il ne méritait plus mon attention. Un après-midi, environ 2 semaines après l'hôpital, j'étais assise sur la véranda du domaine quand mon père est venu me rejoindre. Les feuilles d'automne commençaient tout juste à changer de couleur. Le jardin s'étendait devant nous dans des nuances de vert et d'or. L'air sentait la terre et le changement imminent. Mon père s'est assis à côté de moi. Il n'a pas parlé immédiatement. Il s'est contenté de s'asseoir avec moi, regardant la vue qu'il avait bâtie avec la fortune qu'il avait gagnée. Finalement, il a dit, « J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé un jour quand tu avais 18 ans, juste avant de partir pour l'université. J'ai essayé de me souvenir. 18 ans, ça me semblait une éternité. Tu m'as demandé comment je savais que ta mère m'aimait pour moi-même et non pour l'argent. Je m'en suis souvenu maintenant. C'était la nuit avant que je ne parte pour mes études. Nous étions assis sur la même véranda, regardant la même vue. Je t'ai dit que je ne savais pas, qu'il n'y avait aucun moyen d'être certain, qu'à un moment donné, il fallait juste faire confiance. Je me souviens, ai-je dit. J'avais tort, a-t-il corrigé. Je l'ai regardé. J'avais tort parce que je me suis concentré sur la mauvaise question. La question n'est pas de savoir si quelqu'un t'aime malgré tes circonstances.
La question est de savoir si quelqu'un t'aide à devenir plus toi-même ou moins toi-même. Il a marqué une pause. Sa voix était rauque quand il a continué. Ta mère m'a aidé à devenir plus moi-même. Elle m'a mise au défi. Elle m'a soutenu. Elle m'a dit quand j'étais stupide et a célébré mes succès. Je suis devenu une meilleure personne parce qu'elle était dans ma vie. Il m'a regardé. Julien t'a diminué, Marie. Je l'ai vu arriver. La jeune femme vibrante qui a quitté cette maison est devenue quelqu'un de plus petit, de plus silencieux, de plus incertain. Il ne t'a pas aimé, ma chérie. Il t'a rabaissé. Des larmes me sont montées aux yeux. Pas des larmes de chagrin, des larmes de reconnaissance. Je sais, ai-je dit. Mon père a pris ma main. Tu es toujours cette jeune femme vibrante. Elle est toujours là, en toi. Tu dois juste la laisser sortir à nouveau. J'ai serré sa main. Je n'avais pas de mots pour ce que je ressentais. Gratitude et chagrin et espoir, tout s'en mêlant. Nous sommes restés sur la véranda jusqu'au coucher du soleil. 3 jours plus tard, Julien est arrivé au domaine. Il voulait parler. La sécurité l'a laissé passer parce que j'avais accepté une conversation. Je n'étais pas sûr de savoir pourquoi j'avais accepté. Peut-être que je voulais tourner la page. Peut-être que je voulais le voir une dernière fois avant que nos interactions ne deviennent entièrement légales et formelles. Peut-être que je voulais juste le regarder dans les yeux et comprendre comment j'avais pu passer à côté de tant de choses pendant si longtemps. Il est arrivé en portant la cravate que je lui avais achetée pour notre premier anniversaire. Un choix délibéré, probablement. Il portait des fleurs, des roses blanches, mes préférées. Ou du moins, il pensait qu'elles étaient mes préférées. J'avais toujours préféré les pivoines, mais je ne l'avais jamais corrigé. Je l'ai rencontré dans la bibliothèque, une pièce formelle, tout en bois sombre et vieux livres, le genre de pièce conçue pour les conversations difficiles. Je me suis assise dans un fauteuil à oreilles. Il se tenait près de la porte, tenant ses fleurs comme un bouclier. « Merci de me voir », a-t-il dit. « Tu as 10 minutes », ai-je répondu. Son expression a vacillé. Le charme, il était toujours là, mais il était tendu maintenant, effiloché sur les bords. Il a marché vers moi et m'a tendu les fleurs. Je ne les ai pas prises. Après un instant, il les a posées sur une petite table. J'ai fait une terrible erreur. J'étais stressé. Je ne pensais pas clairement. La pression au cabinet, la grossesse, tout arrivait si vite. Il s'est agenouillé à côté de mon fauteuil, a pris ma main. Avant que je ne puisse l'arrêter, il a dit « Marie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons recommencer. Je sais maintenant que je t'ai tenue pour acquise. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous avons une histoire. Nous avons un enfant qui arrive. Ça doit signifier quelque chose. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu les excuses répétées, les gestes calculés, le même charme qui avait fonctionné il y a 3 ans dans ce café, et je l'ai vu pour ce qu'il était. Un outil, une technique, quelque chose qu'il déployait quand il voulait quelque chose. J'ai retiré ma main de la sienne. « Quand as-tu commencé à coucher avec Léa? » Il a cligné des yeux. La question l'a pris au dépourvu. Ce n'est pas. « Quand? » ai-je insisté. Sa mâchoire s'est crispée. 8 mois après notre mariage. « Quand as-tu décidé de divorcer de moi? » Je n'ai rien décidé. C'était plus compliqué que ça. « Quand ta mère a-t-elle commencé à planifier ça? » Chaque question était prononcée calmement. Chaque réponse arrachait un fil de sa performance. Je l'ai regardé lutter, je l'ai regardé essayer de trouver l'angle, je l'ai regardé réaliser qu'il n'y en avait pas. Je ne te déteste pas, Julien. Je n'en ai pas l'énergie, mais je ne te laisserai jamais approcher notre fille avec cette version de toi-même. Son expression a changé. Le charme a complètement disparu. En dessous, c'était quelque chose de plus laid. Frustration, colère, le visage d'un homme qui n'obtenait pas ce qu'il voulait. Tu ne peux pas me l'interdire, j'ai des droits. Tu as les droits qu'un tribunal décide que tu as.
après avoir examiné les preuves de ton comportement pendant notre mariage. Il s'est levé. Ses mouvements étaient brusques maintenant, agressifs. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas vindicative. Tu n'es pas cruelle. Nous pouvons régler ça entre nous. Je le pensais aussi, ai-je dit. Autrefois, je pensais que nous pouvions tout régler entre nous. C'est pourquoi je ne t'ai jamais dit qui était mon père. C'est pourquoi j'ai essayé si fort de faire fonctionner notre mariage. Mais tu n'as jamais été intéressé à régler les choses. Tu étais intéressé à gagner. La porte de la bibliothèque s'est ouverte. Theo Vance est entré. Il portait un document. Son expression était neutre, mais ses yeux étaient vifs. « Monsieur Martin, merci d'être venu. J'ai l'accord de garde prêt pour votre examen. » Julien a regardé le document, puis moi, puis à nouveau le document. « Je ne signe rien sans la présence de mon avocat. » « Bien sûr, a dit Theo, vous êtes libre de faire examiner les termes par votre avocat. Cependant, je dois vous informer que nous avons terminé notre analyse de la documentation que Mme Webb a compilée. Mme Webb, l'épouse de Marc Dubois, était apparemment la comptable légiste qui avait passé au crible les dossiers financiers de Julien. Theo a poursuivi. Les comptes cachés totalisent environ 4,2 millions d'euros. Les actifs détournés de votre association sont un autre des millions. Combinés à la documentation de manipulation émotionnelle et d'isolement délibéré, nous avons plus qu'assez pour un processus de découverte très long. Il a posé le document sur la table. L'accord de garde vous offre des droits de visite supervisés à condition de compléter une évaluation psychologique et des cours de parentalité. La pension alimentaire est calculée sur votre potentiel de revenu réel, pas sur les actifs que vous avez tenté de cacher. En retour, Mme Martin accepte un divorce propre, sans demander de dommages et intérêts pour détresse émotionnelle ou fraude. Julien a pris le document. Il l'a lu. Son visage est devenu de plus en plus rouge à chaque page. C'est de l'extorsion. C'est la loi, a dit Theo. Signez-le et le divorce est complet dans les 60 jours. Ne signez pas et affrontez une procédure de découverte qui prendra des années et vous coûtera tout, y compris très probablement votre capacité à exercer le droit. Julien m'a regardé. Son expression était presque suppliante maintenant. La colère s'était éteinte. Ce qui restait était quelque chose de plus proche du désespoir. S'il te plaît, après tout ce que nous avons partagé, tu ne peux pas vouloir ça. J'ai réfléchi à ce que je pouvais dire. Il y avait tant de choses que je pouvais lui dire sur l'amour et la trahison et la mort lente de l'espoir. Sur toutes les fois où j'avais essayé de le joindre et où je n'avais trouvé personne. Au lieu de cela, j'ai dit « Signe les papiers, Julien. » Il a pris le stylo de la table. Le stylo de Theo, coûteux, lourd. J'ai entendu le clic du stylo dans sa main. Clic, 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 comme un battement de cœur qui compte à rebours. Puis le grattement de sa signature. Page 1, page 2, page 3. C'était fait. Il a posé le stylo. Il ne m'a plus regardé. Il a juste quitté la bibliothèque et ma vie. Theo a ramassé les documents signés. Je les ferai déposer avant la fin de la journée. Le divorce sera finalisé dans le mois. J'ai hoché la tête. Je me sentais étrange, vide peut-être, ou juste fatigué. Merci pour tout, ai-je dit. Theo s'est arrêté à la porte. Madame Martin, pour ce que ça vaut, vous avez géré cela avec plus de grâce qu'aucun client que j'ai jamais représenté. Votre père est très fier de vous. Il est parti. Je suis resté seul dans la bibliothèque. Les fleurs que Julien avait apportées étaient toujours sur la petite table. Des roses blanches qui n'étaient pas mes préférées. Je me suis levé lentement. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé les jardins. Les feuilles tombaient maintenant, dorées et oranges, dérivant comme des confettis. La fin d'une saison, le début d'une autre. C'est fini, ai-je pensé. Après 3 ans de mariage et 5 ans à l'aimer, et des mois de suspicion et des jours de confrontation, c'était enfin fini. J'ai pressé ma main contre mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied.
2 semaines plus tard, ma poche des os s'est rompue. Le travail a duré 16 heures. Juliette était d'un côté du lit. Mon père de l'autre. L'équipe médicale s'activait autour de nous avec une efficacité calme. La douleur était extraordinaire. J'avais cru être préparé. J'avais lu les livres. J'avais suivi les cours. J'avais écouté d'autres femmes décrire ce que l'on ressentait. Rien ne m'avait préparé. Entre les contractions, je flottais dans un espace étrange, pas tout à fait présente, pas tout à fait absente, mon corps faisant quelque chose d'ancien et d'irrépressible, tandis que mon esprit dérivait. J'ai pensé à ma mère, décédée quand j'avais 12 ans, qui n'avait jamais eu la chance de me voir grandir ou de rencontrer sa petite fille. J'ai pensé à mon père, debout là, les larmes aux yeux, essayant si fort d'être fort pour moi. J'ai pensé à Julien, juste brièvement, juste assez longtemps pour me sentir reconnaissante qu'il ne soit pas là. Et puis une autre contraction est arrivée et j'ai arrêté de penser complètement. À 23h47, le 15 décembre, Marie-Grace Leclerc est née. 3,4 kg, des cheveux comme sa mère, des poumons qui fonctionnaient parfaitement, comme en témoignait son cri immédiat et vigoureux. L'infirmière a placé Marie sur ma poitrine. J'ai attendu de me sentir submergée, terrifiée, incertaine, toutes les choses que les jeunes mères étaient censées ressentir. Au lieu de cela, je me suis sentie exactement moi-même. Enfin, complètement. J'ai dit doucement, « Bonjour ma chérie, je suis ta maman et je vais t'apprendre que l'amour n'est pas quelque chose que tu dois gagner. » Marie a cessé de pleurer. Elle a ouvert les yeux. Ils étaient sérieux et flous, comme le sont toujours les yeux des nouveau-nés. Mais j'aurais juré qu'elle me regardait. Vraiment. Juliette pleurait. Mon père pleurait. Même les infirmières semblaient être un peu émues. J'ai tenu ma fille et j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Quelque chose qui avait été brisé pendant longtemps, enfin réparé. Les heures qui ont suivi ont été un flou de tétés, de sommeil, de visiteurs et de paperasse. Marie était en bonne santé, parfaite. Les médecins étaient impressionnés par le développement de ses poumons, étant donné qu'elle était arrivée quelques semaines plus tôt. Le stress de la confrontation finale l'avait poussée à naître plus tôt que prévu, mais elle était prête. Mon père a tenu sa petite fille pour la première fois, avec une expression d'émerveillement que je n'avais jamais vue sur son visage. « Elle ressemble à ta mère », a-t-il dit. « Je sais », ai-je répondu. Juliette a pris environ 400 photos. Elle a dit que c'était pour la postérité. Je soupçonnais que c'était aussi pour les réseaux sociaux, mais j'étais trop fatigué pour discuter. Marc Dubois a envoyé un panier cadeau qui contenait, entre autres choses, une grenouillère sur laquelle était écrit « Future PDG ». J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Et dans les moments calmes, quand tout le monde était parti, et que nous étions juste Marie et moi seuls dans la chambre d'hôpital, je me suis enfin permis de tout ressentir. Le chagrin pour le mariage que j'avais voulu, la colère contre le mari qui m'avait trahi, la peur de ce qui allait suivre, la joie de cette nouvelle vie dans mes bras. Je n'ai pas essayé de trier les émotions. Je les ai juste laissées exister, les laissant me traverser comme des vagues. À un moment donné dans la nuit, une infirmière est venue nous contrôler. « Comment vous sentez-vous, Madame Martin? » J'ai regardé cette gentille étrangère qui faisait juste son travail, qui n'avait aucune idée du nœud compliqué de relations, d'argent et de mensonges qui entouraient cette naissance particulière. En fait, c'est Leclerc, Marie Leclerc. L'infirmière a hoché la tête et a pris une note. Et juste comme ça, j'avais récupéré mon nom. J'ai regardé Marie, ce petit visage qui était déjà la chose la plus importante de mon univers. J'ai pensé à toutes les choses que je voulais apprendre à cet enfant, à la gentillesse et au courage et à l'importance d'être authentique, à reconnaître la manipulation et à s'éloigner des gens qui vous diminuent, à l'amour qui vous élève au lieu de vous rabaisser. J'avais tant à enseigner, tant à partager, tant de temps devant nous. Pour la première fois depuis des années,
L'avenir ne me semblait pas être quelque chose à survivre. Il me semblait être quelque chose à construire. 3 mois plus tard, j'étais assise sur la véranda de ma nouvelle maison. Pas le domaine familial, je ne voulais pas y rester. J'avais besoin de mon propre espace, de mon propre nouveau départ. La maison était à Neuilly-sur-Seine, plus petite que ce que je pouvais me permettre, plus grande que ce que Julien et moi avions partagé. Elle avait une chambre d'enfant avec la lumière du matin et un jardin qui nécessitait du travail et une véranda orientée à l'ouest vers le coucher du soleil. Marie dormait dans un berceau à côté de moi, âgée de 3 mois maintenant, grandissant si vite, apprenant à sourire et à attraper des choses et à faire des sons qui n'étaient presque pas des mots. Les feuilles d'automne avaient fini de tomber. Les arbres étaient nus maintenant, leurs branches dessinant des motifs sur le ciel gris. L'hiver arrivait. J'avais toujours aimé l'hiver. Le calme, l'immobilité, la façon dont le monde s'arrêtait pour se reposer avant de recommencer. J'ai pensé à l'année écoulée, à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais gagné. J'ai pensé à Julien signant ses papiers dans la bibliothèque de mon père, la dernière fois que je l'avais vu. Il ne m'avait plus contacté depuis. Ses avocats communiquaient avec mes avocats. C'était tout. Léa avait disparu à Miami ou ailleurs où les femmes comme elle allaient quand leur plan tombait à l'eau. J'ai pensé à Sophie qui tentait toujours de sauver sa réputation sociale après le scandale, qui donnait toujours des interviews sur la façon dont elle avait été mal comprise. Aucun d'eux n'avait plus d'importance. C'était un des personnages d'une histoire que j'avais terminée. Je commençais un nouveau chapitre maintenant. J'ai regardé Marie, son visage paisible, ses petits doigts recroquevillés contre sa joue. J'ai passé 5 ans à essayer d'être invisible, et je dis, pour que quelqu'un me voie. La logique avait du sens à 25 ans. À 30 ans, en te tenant dans mes bras, je comprends ce que je ne pouvais pas alors. Marie a bougé, ne s'est pas réveillée, s'est juste déplacée, s'enfonçant plus profondément dans le sommeil. Les gens qui ont besoin que tu sois moins que tu n'es ne seront jamais satisfaits. Tu peux te réduire à néant et ils voudront toujours quelqu'un d'autre. Tu peux tout donner et ils exigeront toujours plus. J'ai touché la joue de ma fille, si douce, si nouvelle. J'étais suffisante, j'ai toujours été suffisante. C'est lui qui ne l'était pas. Le soleil se couchait maintenant, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, faisant ressembler les arbres nus à des sculptures contre la lumière. J'étais assise sur ma véranda et je regardais la fin du jour et je ressentais quelque chose que j'avais presque oublié comment ressentir. La paix. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. J'avais imaginé qu'une fois le divorce finalisé, tout deviendrait magiquement simple. Je passerais à autre chose. Je guérirais, je reconstruirais. J'avais été naïve. La guérison est venue par vagues, de bonnes journées suivies de mauvaises journées, des moments de force suivis de moments de doute, des progrès qui ressemblaient parfois à 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Mais je n'étais pas seul. Juliette était là, toujours là, portant de la nourriture et des mauvais films et le genre d'amitié honnête qui ne nécessitait aucune prétention. Mon père était là, plus présent qu'il ne l'avait été depuis mon enfance, apprenant à être grand-père, apprenant à être père à nouveau, et il y avait de nouveaux alliés que je n'avais pas attendus. Camille est venue me rendre visite 1 mois après la naissance de Marie. Elle a apporté un panier cadeau rempli d'articles de bébé pratique et s'est assise avec moi dans la chambre d'enfant pendant que Marie faisait la sieste. La première année après mon divorce a été la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, mais c'était aussi la plus importante, a-t-elle dit. Comment ça, ai-je demandé. Parce que j'ai enfin compris qui j'étais sans lui. J'avais passé 3 ans à me définir à travers ses yeux, à me voir comme il me voyait. Une fois qu'il a été parti, j'ai dû me regarder dans le miroir et comprendre qui était réellement là. J'y ai réfléchi à la version de moi-même que j'avais été pendant mon mariage. Plus petite, plus silencieuse, plus incertaine. Qu'as-tu trouvé quand tu t'es regardé dans le miroir? Camille a souri. Quelqu'un de plus fort que ce que j'attendais.
Quelqu'un qui avait survécu à quelque chose de difficile et en était sorti. Quelqu'un qui avait beaucoup de travail à faire, mais était enfin libre de le faire. Elle a marqué une pause. Tu trouveras la même chose quand tu seras prête à regarder. D'autres alliés sont apparus au cours des mois suivants. L'ancienne assistante juridique de Julien m'a contacté. Une femme nommée Mayra, qui avait été renvoyée pour avoir refusé de l'aider à cacher des actifs lors de son premier mariage. Elle avait sa propre documentation. Elle voulait que je sache que je n'étais pas seul. Un collègue du cabinet s'est manifesté. Un homme nommé David, qui avait vu Julien mentir à des clients pendant des années. Il coopérait avec l'enquête de l'Ordre des avocats. Il voulait que je sache que quelqu'un tenait enfin Julien pour responsable. La toile de manipulation s'étendait bien au-delà de moi. Elle l'avait toujours fait. J'étais juste la dernière personne à être prise dedans. Un après-midi, j'organisais la chambre d'enfants quand Marc Dubois est arrivé pour une réunion. Il venait régulièrement depuis le divorce, me tenant informé des procédures légales, s'assurant que je savais ce qui se passait. Cette fois, il avait des nouvelles. Le barreau a terminé son enquête. Julien Martin a été radié. J'ai marqué une pause. Je savais que ça allait arriver. Théo l'avait prédit des mois plus tôt, mais l'entendre le rendait réel. Que lui arrive-t-il maintenant, ai-je demandé. Marc a répondu. Il perd son droit d'exercer le droit dans le département. Les affaires sur lesquelles il a travaillé sont examinées pour des violations éthiques. Plusieurs anciens clients envisagent des poursuites. Il a marqué une pause. Sa mère essaye de le protéger en utilisant ses relations. Mais il y a trop de documentation, trop de gens prêts à parler. Le schéma est indéniable. J'ai pensé à Julien, à l'homme que j'avais épousé, à l'homme que j'avais aimé ou cru avoir aimé. J'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la pitié, pas de pardon. Les blessures étaient trop fraîches pour cela, mais de la pitié pour un homme qui avait bâti toute sa vie sur la manipulation et la tromperie, qui n'avait jamais appris à aimer ou à être aimé, qui passerait le reste de ses jours à récolter les conséquences de choix qu'il avait faits quand il pensait que personne ne regardait. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Marc a hoché la tête. Il y a une dernière chose. Ton père m'a demandé de te montrer ça. Il m'a tendu un document, un rapport financier. Je l'ai lu lentement. Il décrivait la fondation dont j'avais discuté avec mon père des mois plus tôt, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les enfants issus de divorces conflictuels, fournissant des ressources juridiques, des conseils et du soutien. La fondation était maintenant entièrement financée, prête à être lancée. J'ai levé les yeux vers Marc. Je pensais que nous étions encore en phase de planification. Ton père a accéléré le calendrier. Il pensait que tu pourrais avoir besoin d'un projet. Des larmes me sont montées aux yeux. Mon père montrant toujours son amour par des actions, par un soutien qui apparaissait quand j'en avais le plus besoin. Dis-lui merci. Marc a dit, je pense qu'il préférerait l'entendre de ta part. Ce soir-là, je suis allé au domaine. Mon père était dans son bureau, entouré de papiers et d'écrans, et du bourdonnement constant d'un empire technologique qui ne s'arrêtait jamais. J'ai frappé au cadre de la porte. Il a levé les yeux, son visage s'est adouci. La fondation, ai-je dit. Tu aimes ça? J'ai marché dans le bureau, je me suis assise dans le fauteuil en face de son bureau, la même chaise dans laquelle j'étais assise enfant quand il m'enseignait les affaires et la responsabilité. Je l'adore, mais tu n'avais pas à faire ça. Je voulais le faire. Tu as traversé quelque chose de terrible. Je ne peux pas l'annuler, mais je peux t'aider à le transformer en quelque chose de significatif. J'ai pensé à la fondation, aux enfants qu'elle aiderait, aux familles qu'elle soutiendrait. J'ai pensé à ma propre enfance, à la façon dont la mort de ma mère m'avait façonné, à la peur qui m'avait poussé à cacher mon identité et à chercher l'amour au mauvais endroit. Je veux m'impliquer, pas seulement comme un nom sur l'entête, vraiment m'impliquer. Mon père a hoché la tête. J'espérais que tu dirais ça. Il a poussé un dossier sur le bureau. Voici la structure organisationnelle. J'ai laissé le poste de directrice exécutive ouvert.
Je pensais que tu voudrais le pourvoir. J'ai pris le dossier, je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Je l'ai juste tenu dans mes mains. Tu penses que je suis prête pour ça? Il a dit, je pense que tu es prête depuis des années. Tu avais juste besoin d'y croire toi-même. J'ai regardé mon père, l'homme qui avait bâti un empire et élevé une fille et perdu une femme, et continué. Merci, papa, pour tout. Il a répondu, tu es ma fille. Il n'y a rien à me remercier. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec le dossier sur le siège à côté de moi, avec le début d'un nouveau but prenant forme dans mon esprit. Je n'étais plus seulement une survivante. Je devenais autre chose, quelque chose de plus fort. Marie dormait quand je suis rentré. Juliette avait fait du babysitting. Elle a rapporté que Marie avait bien mangé et bien joué et n'avait pleuré qu'une fois quand elle avait laissé tomber son éléphant en peluche préférée. J'ai remercié mon ami, j'ai payé la babysitter qui m'aidait, je me suis installé dans le calme de ma maison. Je suis allé dans la chambre de Marie, je me suis tenu près du berceau, j'ai regardé ma fille dormir. J'ai pensé à l'avenir, au travail que je ferais, à la vie que je bâtirais. J'ai pensé à l'amour, au genre d'amour que je voulais enseigner à ma fille, au genre d'amour que je voulais trouver pour moi-même. Un jour, quand je serai prête, j'ai pensé à l'homme que j'avais épousé et à l'homme que j'avais espéré qu'il serait, et à la distance entre ces deux choses. Et j'ai compris enfin que la distance n'était pas mon échec. C'était le sien. J'avais aimé pleinement. J'avais fait confiance complètement. J'avais tout donné. Ce n'était pas une faiblesse. C'était qui j'étais. Et je n'allais plus m'en excuser. 1 an après la naissance de Marie, ma vie ne ressemblait plus à rien de ce qu'elle avait été auparavant. J'étais la directrice exécutive de la Fondation Leclerc. Le travail était difficile et significatif et exactement ce dont j'avais besoin. Chaque jour, j'aidais des familles à traverser le genre de chaos que j'avais survécu. Chaque jour, je faisais une différence. J'avais terminé mon roman, celui que Julien avait dit que je ne finirais probablement jamais. Il allait être publié au printemps, non pas à cause de mon nom de famille, mais parce qu'il était bon. J'avais recommencé à sortir avec des gens, avec prudence, lentement, avec l'aide d'un thérapeute, qui m'apprenait à reconnaître les schémas sains et à éviter les vieux pièges. J'étais heureuse, pas constamment heureuse, pas parfaitement heureuse, mais heureuse de la manière qui comptait, heureuse de savoir qui j'étais et d'aimer cette personne. Marie avait 1 an maintenant, marchant avec la confiance chancelante d'une enfant en bas âge qui ne comprenait pas que la chute était possible, parlant dans un langage de sons et de gestes que seule sa mère pouvait entièrement traduire. Elle était belle, féroce, elle-même d'une manière que je trouvais infiniment surprenante. La fête d'anniversaire était petite, juste des amis proches et la famille. Juliette, mon père, Camille, qui était devenue une présence régulière, quelques collègues de la Fondation, la femme qui dirigeait la librairie que Marie aimait visiter. Le jardin était décoré de serpentins. Le gâteau était au chocolat parce que c'était ce que Marie prenait toujours quand elle avait le choix. Le temps était frais mais clair. Un après-midi d'octobre parfait. J'ai regardé ma fille trottiner dans le jardin avec une poignée d'adultes qui la suivaient, prêts à la rattraper si elle tombait. J'ai pensé à l'année écoulée, à tout ce qui s'était passé, à tout ce qui avait changé. Un colis est arrivé pendant la fête. Un membre du personnel me l'a apporté. Un cadeau emballé livré par coursier. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un éléphant, un peluche identique à celui que Marie portait quand elle était née. Un remplacement pour l'original qui avait été perdu dans le déménagement. Il y avait une carte. Il était écrit « Joyeux anniversaire, Marie, de la part de ton père. » J'ai regardé l'éléphant, la carte, à l'écriture soignée et familière. Julien. Il ne m'avait pas contacté depuis presque 1 an. Toute communication s'était faite par avocat. La visite supervisée que le tribunal avait ordonnée n'avait jamais eu lieu. Il n'avait pas terminé l'évaluation psychologique. Il n'avait pas suivi les cours de parentalité. Il avait simplement disparu de nos vies. Et maintenant ça.
Je ne savais pas quoi ressentir. De la colère. Peut-être qu'il pensait qu'un animal en peluche pouvait compenser son absence. De la tristesse. Peut-être que le père de Marie était le genre d'homme qui envoyait des cadeaux au lieu de se présenter. Ou peut-être rien. Peut-être avais-je enfin atteint le point où ses choix ne m'affectaient plus. J'ai mis l'éléphant de côté. Je déciderai plus tard quoi en faire. Pour l'instant, il y avait une fête. Je suis retourné au jardin. Marie essayait de gravir une petite colline, échouant, tombant, se relevant, essayant à nouveau. J'ai regardé ma fille refuser d'abandonner encore et encore, tombant et se relevant, tombant et se relevant. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais tombé au cours de l'année écoulée, à toutes les fois où je m'étais relevé, à toutes les fois où j'avais douté de moi et où j'avais quand même continué. J'ai compris enfin que tomber n'était pas échouer. Rester à terre, c'était échouer. Et je n'avais aucune intention de rester à terre. Plus maintenant. Plus jamais. Plus tard dans la nuit, après la fête et le départ des invités, et que Marie dormait dans son berceau, je me suis assise sur ma véranda avec une tasse de thé. Le ciel était clair, les étoiles visibles, même à travers les lumières de la ville. J'ai pensé aux 2 dernières années. De ce moment dans la chambre avec le reçu d'hôtel à ce moment sur la véranda avec les étoiles, tant de choses avaient changé. J'avais changé. La femme qui avait caché son identité parce qu'elle avait peur d'être aimée pour de mauvaises raisons. La femme qui s'était rétrécie pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. La femme qui était restée silencieuse pendant que son mariage s'écroulait autour d'elle. Cette femme était partie. À sa place se trouvait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Quelqu'un qui parlait. Quelqu'un qui tombait et se relevait et continuait d'avancer. Je n'étais plus la même personne qui avait signé ses papiers de divorce un après-midi de novembre et je ne le serai plus jamais. J'ai pensé à Julien, à l'éléphant en peluche posé sur mon comptoir, au père que Marie ne connaîtrait peut-être jamais vraiment. J'ai eu de la peine pour lui, non pas d'une manière compatissante, mais d'une manière triste. Il avait tout et il a tout gâché parce qu'il n'a pas su reconnaître ce qu'il avait. Sa perte, pas la mienne. J'ai fini mon thé, j'ai levé les yeux vers les étoiles une dernière fois. Je suis allé vérifier ma fille. Marie dormait paisiblement, un bras jeté sur sa tête, faisant de petits bruits dans son sommeil. Je me suis tenu près du berceau et je l'ai regardé respirer. J'ai dit doucement, « Je vais t'apprendre tant de choses. Comment être forte, comment être gentille, comment reconnaître les gens qui méritent ton amour et t'éloigner des gens qui ne le méritent pas. » Marie a bougé, ne s'est pas réveillée. Mais la chose la plus importante que je vais t'apprendre est la suivante. Tu es suffisante telle que tu es. Tu le seras toujours. J'ai touché la joue de ma fille, si douce, si précieuse. Puis je suis allé de me coucher, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, j'ai dormi profondément, paisiblement, sans rêve du passé, juste des rêves de l'avenir. 2 ans après la naissance de Marie, je me tenais à un podium dans une salle de conférence du centre-ville. La salle était pleine. 300 personnes étaient venues m'entendre parler du travail de la Fondation, des familles que nous avions aidées, de la différence qui était faite. J'avais déjà fait des discours dans des salles de conseil, des salles de classe et de petites réunions, mais jamais rien de tel. J'étais nerveuse. Mes mains étaient moites, mon cœur s'emballait. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours des 2 dernières années. La nervosité n'était pas une faiblesse. C'était de l'énergie. C'était mon corps qui se préparait à quelque chose qui comptait. J'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé la foule, j'ai trouvé Juliette au premier rang, me faisant un pouce levé, j'ai trouvé mon père assis tranquillement au fond, essayant de ne pas attirer l'attention. J'ai commencé. Je leur ai parlé de la Fondation, des enfants que nous servions, des ressources juridiques, des conseils et du soutien qui faisaient une différence dans les moments les plus sombres. Mais ensuite, je leur ai dit autre chose, quelque chose de personnel. Je leur ai parlé de mon propre divorce, de la manipulation et de la trahison,
et du moment où j'avais signé des papiers qui mettaient une fin à un mariage que j'avais cru réel. Je leur ai parlé du fait de découvrir que je n'étais pas seul, Stockholm. 3 millions de résultats de recherche pour signes que votre mari ne vous a jamais aimé. Des femmes se posant les mêmes questions dans la même obscurité. Je leur ai parlé de la guérison, du long, difficile et beau processus de redevenir moi-même. J'avais l'habitude de penser que la force signifiait ne jamais tomber, ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais admettre que quelque chose faisait mal. J'ai marqué une pause. J'ai laissé les mots s'installer. J'avais tort. La force, c'est tomber et se relever. La force, c'est admettre que vous êtes blessé et choisir de guérir. La force, c'est savoir que vous méritiez mieux et enfin le croire, Sheldon. J'ai regardé le public, les visages qui me regardaient. Certains pleuraient, certains hochaient de la tête. Certains écoutaient simplement, absorbant. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous fait vous sentir moins que vous n'êtes, si vous êtes avec quelqu'un qui vous diminue au lieu de vous élever, si vous êtes allongé à 3 heures du matin à vous demander si tout cela a déjà été réel, j'ai marqué une nouvelle pause. Vous n'êtes pas seul et ce n'est pas votre faute et qu'il y a un chemin à suivre même si vous ne le voyez pas. J'ai terminé le discours. La salle a éclaté en applaudissements. Ensuite, il y a eu une réception. Des gens sont venus me voir, m'ont serré la main, m'ont raconté leurs propres histoires, m'ont remercié d'avoir parlé. Une femme m'a approché vers la fin de la soirée, d'âge moyen, les yeux fatigués, une lassitude dans sa posture que je reconnaissais. La femme a dit, « J'avais besoin d'entendre ça. Ce que vous avez dit sur le fait de tomber et de se relever. »« Vous allez bien? » ai-je demandé. « J'y arrive. C'est lent, mais j'y arrive. » J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. C'est tout ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas? Continuer d'avancer, un jour à la fois. La femme a hoché la tête, m'a serré la main, est partie avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à de l'espoir. Je l'ai regardée partir. J'ai pensé à toutes les femmes comme celle-ci, toutes les femmes qui se battaient à travers quelque chose de terrible. Toutes les femmes qui avaient besoin de savoir qu'elles n'étaient pas seules. J'ai pensé au travail que je faisais, à la différence que cela faisait, au but que j'avais trouvé dans ma propre douleur. J'ai pensé à Marie qui m'attendait à la maison avec la babysitter, 2 ans maintenant, parlant en phrases complètes, posant des questions sur tout, grandissant si vite. J'ai pensé à l'avenir, à tout ce qui était possible, à la vie que je construisais. Et j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi, quelque chose de définitif, quelque chose de vrai. Je n'étais plus la femme qui avait signé ses papiers de divorce. Je n'étais plus la femme qui s'était cachée parce qu'elle avait peur. Je n'étais plus la femme qui avait cru qu'elle n'était pas suffisante. J'étais autre chose maintenant. J'étais quelqu'un qui avait traversé le feu terme et en était sorti. Quelqu'un qui avait tout perdu et s'était retrouvé. Quelqu'un qui était tombé et s'était relevé et avait continué d'avancer. J'étais Marie Leclerc, mère, avocate, survivante, et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec Marie grimpant dans mon lit. C'était devenu notre rituel. Chaque matin, Marie se réveillait avant l'aube et trottinait dans ma chambre et grimpait sur le lit et se blottissait à côté de moi. J'ai enroulé mes bras autour de ma fille. J'ai senti le petit poids chaud contre ma poitrine. J'ai entendu la respiration douce qui ralentissait déjà vers le sommeil. Le soleil commençait tout juste à se lever, une lumière dorée rampant à travers les rideaux, dessinant des motifs sur le mur. J'ai pensé au discours que j'avais prononcé, à la femme qui avait eu besoin de l'entendre, à toutes les personnes qui pouvaient être en difficulté en ce moment, sous la même lumière matinale. J'ai pensé au travail qu'il restait à faire, aux familles qu'il restait à aider, à la différence qu'il restait à faire. J'ai pensé à l'amour, à ce que cela signifiait, à ce que cela exigeait. J'avais tant appris sur l'amour au cours des 2 dernières années, sur le genre qui vous élève et le genre qui vous retient, sur la différence entre quelqu'un qui voulait que vous brilliez
et quelqu'un qui avait besoin que vous restiez petite. Je ne cherchais plus l'amour, pas activement, mais j'y étais ouverte, d'une manière que je n'avais pas été auparavant parce que j'avais enfin compris quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me compléter. J'étais déjà complète, mais je pouvais choisir de partager ma vie avec quelqu'un qui appréciait cela, quelqu'un qui me voyait clairement, quelqu'un qui m'aimait pour exactement qui j'étais, non pas malgré ma force, mais à cause d'elle. Marie a bougé, a fait un petit bruit, s'est blottie plus profondément dans mes bras. J'ai tenu ma fille et j'ai regardé le lever du soleil, et j'ai pensé à tous les commencements qui étaient encore à venir. J'ai pensé au roman qui allait être publié au printemps, à la fondation qui grandissait chaque mois, à la vie que je construisais de mes propres mains. J'ai pensé à la femme que j'étais et à la femme que j'étais devenue, et j'ai compris enfin ce que signifiait être libre. Non pas libre de toute difficulté, il y aurait toujours des difficultés. Non pas libre de toute douleur, il y aurait toujours de la douleur, mais libre du besoin d'être quelqu'un que je n'étais pas. Libre du poids de la dissimulation, libre de la prison des attentes de quelqu'un d'autre. J'étais libre d'être moi-même complètement, pleinement, sans excuse. Et c'était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Marie a ouvert les yeux, a levé les yeux vers sa mère avec ses yeux sombres qui me rappelaient encore ma propre mère. « Maman, a dit Marie. « Bonjour, mon bébé, ai-je répondu. « Je t'aime, a dit Marie. Des larmes me sont montées aux yeux. Pas des larmes de tristesse, des larmes de bonheur. Le genre qui arrive quand le cœur est trop plein pour contenir tout ce qu'il ressent. Je t'aime aussi, plus que tout au monde. » Marie a souri, ce petit sourire tordu qui rendait tout meilleur. Et j'ai pensé, c'était pour ça que tout ça s'est passé. Chaque moment difficile, chaque étape douloureuse, chaque fois que je suis tombé et que je me suis relevé, c'était tout pour ça, ce moment, cet enfant, cette vie. J'avais été brisé et j'avais été guéri. J'avais été perdu et j'avais été retrouvé. J'avais été diminué et je m'étais retrouvé. Et maintenant, tenant ma fille dans la lumière du petit matin, j'ai enfin compris la vérité. J'avais toujours été suffisante. J'avais toujours été digne d'amour. Et les gens qui ne pouvaient pas le voir étaient ceux qui manquaient de quelque chose, pas moi. Marie s'est dégagée de mes bras et a descendu du lit, prête à commencer la journée, prête pour le petit déjeuner et le jeu et toutes les aventures qui l'attendaient. J'ai regardé ma fille sortir en courant de la pièce, j'ai écouté ses pas dans l'escalier, j'ai entendu le babillage excité alors qu'elle découvrait ce qui avait attiré son attention. Je suis resté allongé dans mon lit un instant de plus, sentant la lumière du soleil sur mon visage, sentant la paix dans mon cœur. Puis je me suis levé parce qu'il y avait du travail à faire, une vie à vivre, un avenir à construire, et j'étais prête. J'étais prête depuis longtemps. Je ne le savais juste pas. Mais je le savais maintenant et cela faisait toute la différence.